tu viens de passer d'un état que t'as jamais vécu de toute ta vie, tellement puissant, à ce moment où finalement c'est le calme absolu après la tempête, où t'es juste à regarder ton bébé. J'étais totalement émerveillée. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les récits d'accouchement de Céline. Céline nous parle de son premier accouchement qui a été assez représentatif d'une naissance en maternité. Un accouchement qui globalement s'est bien déroulé, mais qui aurait pu mieux se passer, et c'est ce qu'elle a eu envie pour son deuxième. Céline nous parle de la naissance en plateau technique et du soutien inconditionnel de son compagnon qui a fait toute la différence pour cette deuxième naissance. Et sans oublier la super sage-femme qui l'a accompagnée comme on le voit malheureusement peu souvent. Je ne le dirai jamais assez, le soutien d'un accompagnant ou accompagnante est primordial lorsqu'on accouche en maternité avec une équipe qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaît pas non plus. Je sais que les accompagnants et souvent les conjoints ne sont pas toujours aussi préparés et informés que nous, alors j'ai préparé un programme concis dédié à celui ou celle qui vous accompagnera, lui expliquant quel est son rôle, comment participer à votre confort et rendre votre expérience de l'accouchement positive. Peut-être qu'en écoutant d'une tierce personne qui l'explique avec d'autres points de vue, ça fera la différence. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite à travers ce podcast et les offres que je vous propose, que vous ayez une expérience positive de l'accouchement. Rendez-vous dans la description pour vous inscrire à la liste d'attente et connaître la sortie du programme en avant-première. Bonne écoute! Salut Céline, comment ça va? Salut Laura, ça va super, merci de m'inviter pour ce podcast. Je suis vraiment contente que tu sois avec nous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites et combien tu as d'enfants? Oui, alors je m'appelle Céline, j'ai 27 ans, j'habite près de Lille et je suis maman de 2 petites filles, Cléo qui a 3 ans et demi et Athénée qui a 20 mois. Alors je suis mère au foyer depuis la naissance de Cléo. Ça a vraiment été la révélation de ma vie, clairement, d'être maman. Parce que j'ai fait une école de commerce avant, donc c'était pas trop l'idée d'être mère au foyer juste après. Puis il y a le Covid qui est passé par là, et puis et comme je suis tombée enceinte, comme je suis accouchée juste avant, ça tombait bien en fait. J'ai vraiment, je peux dire, profité du confinement avec ma petite Cléo. Oui, c'est vrai que c'est sympa ce moment-là pour les... Enfin, oui et non. J'imagine que ça peut être un peu isolant, mais pour profiter de ses enfants, c'est Ouais, bien. moi je l'ai bien vécu parce que c'est comme ça en fait que j'ai réalisé que je voulais être mère au foyer. Je me voyais pas travailler, je me voyais pas juste me séparer d'elle. Et donc voilà, des mois sont passés et puis je suis tombée enceinte de ma deuxième. Et voilà, toujours mère au foyer jusqu'à maintenant, donc ça va faire 3 ans et demi. Et puis bon, il y a quand même quelques mois, je sentais un peu le besoin de reprendre une activité doucement. Et la maternité, ça m'a aussi fait découvrir l'allaitement. Et j'ai développé une vraie passion pour l'allaitement. Et je me suis dit, faut que je travaille là-dedans. Ça m'intéresse trop. Puis je voyais les conseils que j'avais pu entendre de médecins. Je dis, c'est pas possible quoi qu'on entende encore ça de nos jours. Donc je me suis dit, il y a du travail à faire là-dedans pour accompagner les mères au mieux. Donc là, je suis en train de lancer un projet d'accompagnement en allaitement avec la méthode BN, donc Biological Nurturing de Susan Colson. Et en parallèle, je propose de la photographie d'allaitement, c'est aussi une passion la photo. Et en troisième activité, je propose aussi des ateliers DME, donc diversification menée par l'enfant. Voilà, avec Aurélie Manteau de Comme des grands. Voilà. Waouh! Tu me rappelles un peu moi moi j'ai fait des études d'ingénierie, je suis allée jusqu'au doctorat et ensuite pareil avec mon petit, je me suis dit non mais c'est pas possible, je ne retourne pas faire ça et voilà moi aussi dans le domaine de la périnatalité et maternité.
Ta formation en allaitement, elle est en anglais? Non, elle est en français. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Susan Colson habite en Angleterre avec sa fille. Et c'est les deux qui proposent la formation. Ok, donc elle parle français alors, Oui, elle super. parle vraiment bien français, oui. Ah, super. La maternité, l'accouchement, les enfants, ça change beaucoup les femmes. C'est souvent C'est fait. que il y a un peu une remise en question, on va dire, sur ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Mm, Donc tu as deux petites filles, oui, alors est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de ton premier accouchement et avec les... on peut commencer avec les préparations que tu as oui. faites pour Alors pour celui-là. la remise en contexte, moi j'étais maman solo en fait pour ma première. Donc j'étais solo pendant ma grossesse et jusqu'aux 5 mois de Cléo, jusqu'à ce que je rencontre Edouard qui est aussi le papa d'Athénée. Donc voilà, pour restituer un peu. Et donc quand je suis tombée enceinte de Cléo, moi j'étais hyper heureuse. Depuis longtemps, j'étais passionnée par les bébés. Et donc quand je voyais des femmes enceintes dans la rue, j'étais émerveillée. Et donc pour la préparation à la naissance, je me suis mise à fond là-dedans. J'ai lu plein de choses. J'ai passé des heures et des heures à regarder des replays de la maison des maternelles. Euh, et puis j'avais entendu parler d'autonomie à un moment donné. Je me suis dit, ah, bah, ça pourrait bien me correspondre. Euh, le côté vraiment se connecter à son bébé par le toucher, etc. Je dis bah s'il y a bien une préparation qui peut me correspondre, c'est celle-là. Donc j'ai contacté Myriam Carrette sur Lille, qui est formée en autonomie, qui est une sage-femme. Et donc elle avait de la place, donc je l'ai rencontrée. Bon, malheureusement, j'ai fait que 2 séances d'autonomie parce que les suivantes demandaient la présence du papa, donc j'ai pas continué l'autonomie, mais bon, les 2 séances ont quand même été très chouettes. Et ensuite, j'ai basculé en préparation classique, en fait, qui se faisait sous forme de cours à 5-6 mamans. Et puis, je mets vraiment ces temps, je me sens que c'était toutes les 2 semaines. On avait un atelier avec Myriam sur différents aspects de la grossesse, de l'accouchement. Et puis finalement, en fait, en parallèle, je me renseignais tellement par moi-même que j'ai pas non plus appris tellement de choses que ça, mais ça me faisait du bien de voir d'autres mamans enceintes qui vivaient la même chose que moi. Donc voilà. Puis en parallèle, Myriam Carrette, qui savait que j'étais maman solo, m'a parlé d'Amélie, Amélie Stern, qui était une maman aussi qu'elle avait suivie durant sa grossesse et qui se reconvertissait en doula et qui était à la recherche d'une maman à accompagner pour valider sa formation. Alors j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit ben je vais pas dire non à la possibilité d'un accompagnement pareil. Donc j'ai appelé Amélie, on a tout de suite eu un super bon feeling. Et elle est venue chez moi, on a dû se voir 3 fois, il me semble, pendant 2-3 heures. Et pareil, on abordait en complément des choses, des sujets liés à la grossesse, l'accouchement. Et j'ai notamment fait mon projet de naissance avec elle. Et c'est en rédigeant ce projet de naissance que je me suis dit que j'avais envie de tenter un accouchement physio, donc sans péri, et que je voulais mettre tout de mon côté pour que ça se passe bien. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu as écrit dans ton projet de naissance, tu t'en souviens? Oui, alors j'avais abordé ben, le fait que je voulais la salle nature à la maternité, que je voulais possiblement accoucher dans l'eau. C'était pas une obligation, mais pourquoi pas. Lumière tamisée, que je puisse être le plus libre possible de mes mouvements. Euh, je voulais un clampage tardif aussi du cordon ombilical, le pot à pot tout de suite, la tétée de bienvenue, bien sûr. Euh, voilà, il me semble.
Est-ce que tu as écrit des choses sur les interventions, par exemple, qui pourraient se passer tu avais des désirs sur ce Euh, point-là? oui, il me semble que j'avais dit que j'étais pas contre la césarienne si c'était nécessaire, mais que je voulais que ce soit que en aucun cas je sois séparée de mon bébé, quoi. Hmm. Et tu parlais de recherches que tu as faites de ton côté. Oui. C'est quel genre de recherche sur Internet, j'imagine, des groupes Oui, j'étais sur des groupes. C'est le groupe où je t'ai connu. Oui. C'est le groupe grossesse et accouchement au naturel Mhm. sur Facebook euh, pour m'imprégner de ce qu'on n'entend pas couramment en fait. Les naissances physiologiques, si on cherche pas par soi-même, elles viennent pas à nous, j'ai l'impression. Donc il faut vraiment se renseigner là-dessus, savoir que c'est possible, que non, les femmes qui accouchent chez elles ne meurent pas. Enfin, on entend tellement des choses dramatiques, alors qu'en fait, c'est... Enfin Pas bref. du tout le cas. Mm. Est-ce que tu veux nous parler de ton accouchement maintenant? Comment ça s'est passé? Donc, j'imagine que la doula t'a suivi jusqu'au bout. Oui, ouais, et ça, pour ça, ça a vraiment été ma bonne étoile sur Terre. Je suis éternellement reconnaissante de cet accompagnement et je le conseille vraiment à toutes les mamans, même si elles sont pas solo, hein. C'est vrai qu'être accompagnée d'une doula qui a aussi été mère d'abord. Alors toutes les doulas ne sont pas mamans, mais c'est vraiment un plus quand on voit aussi que les sages-femmes sont débordées en maternité parce qu'elles sont pas assez nombreuses. Avoir quelqu'un qui est là à côté, une femme qui te soutient du début à la fin, c'est vraiment inestimable. Donc alors, le récit commence le samedi 7 septembre 2019. Il est 5 heures du matin, je me réveille et je me sens un peu mouillée. Alors, je me lève pour aller aux toilettes et puis là, à peine sortie du lit, c'est la flaque d'eau par terre comme dans les films. Alors là, je me dis, bon, ça y est, c'est pour bientôt. Donc là, à ce moment-là, j'étais à 39 semaines, tout pile. J'appelle ma maman en premier, qui elle habite en région parisienne, le temps qu'elle puisse rassembler ses affaires et puis venir le plus rapidement possible. Ensuite, j'ai appelé Amélie, qui habitait pas très loin. Ensuite, j'ai appelé la maternité pour leur dire que j'avais perdu les os et savoir ce que je devais faire. Donc, ils m'ont dit que si le liquide était clair, il n'y avait pas d'urgence, que je pouvais prendre un bon petit déj, puis venir tranquillement, sachant qu'à ce moment-là, j'avais pas du tout de contraction. Et puis j'ai appelé aussi l'ambulance parce que j'avais pas de voiture. Enfin, même si j'avais une voiture, je me voyais pas conduire toute seule en ayant perdu les os. Donc voilà, donc j'ai pris mon petit déj. L'adrénaline commence à monter doucement. Je rassemble mes affaires et en attendant l'ambulance qui finit par arriver au bout d'une heure, il me semble que je lui avais dit que c'était pas urgent. Donc j'ai dû arriver à la maternité vers 7h30, en même temps qu'Emilie. Ma mère est arrivée 4 heures plus tard, je crois qu'elle a mis 4 heures de porte-à-porte de chez elle à la maternité. Puis là, c'est le début d'une longue attente. J'ai fait un monitoring à mon arrivée, bébé va parfaitement bien, j'ai toujours aucune contraction, tout va bien. Par contre, comme j'étais positive au streptocoque B, j'ai eu ma première prise d'antibiotiques à ce moment-là. Et puis après, c'était se balader. J'étais à 1 centimètre de dilatation quand je suis arrivée. Donc, pas du tout le moment de rentrer en salle de naissance. On a juste attendu patiemment. On a fait les 100 pas dans la maternité. On est monté et descendu, je sais pas, peut-être 30 fois les marches, histoire que ça bouge un peu. Et puis finalement, le temps est passé assez lentement et rapide en même temps. Je sais pas, dans ces moments-là, le temps, on perd totalement la notion du temps, en fait, avec l'adrénaline, les idées qui se bousculent dans sa tête, comment ça va se passer, est-ce que le bébé va arriver comme on espère. Donc voilà. Puis vraiment, en plus, c'était une belle journée,
c'était assez calme, enfin une bonne ambiance. Je me sentais pas particulièrement stressée. J'avais juste hâte en fait de d'avoir mon bébé. Et puis finalement, les premières contractions sont arrivées à 18h. Et à ce moment-là, je suis à 3 centimètres de dilatation, donc on peut s'installer en salle de naissance. Et la salle nature était dispo, donc parfait. Donc là, j'étais sur un ballon, il me semble, pour faire des mouvements du bassin. Euh, j'ai, Par contre, j'ai pas eu du tout envie d'aller dans le bain. Je l'avais mis dans mon projet, mais finalement pas du tout envie. Et progressivement, les contractions deviennent de plus en plus soutenues. Et à minuit, mon col est dilaté à 7 centimètres. Et sachant que on était toutes les trois réveillées, donc moi, ma mère et Amélie depuis 5 heures du matin. Déjà, ma mère et Amélie, j'avoue, elles commençaient un peu à fatiguer. Moi, avec l'adrénaline, pas du tout. Mais ouais, j'ai senti que vu l'intensité des contractions qui arrivaient, j'arrivais pas à avoir le le soutien suffisant pour me dire que je vais continuer quoi. Donc même si elles étaient là, ma mère elle a accouché de 2 césariennes, donc pour elle accoucher sans péridurale c'était un peu j'étais un peu une ovni quoi, donc bon, elle me soutenait mais pas non plus tant que ça. Et Amélie, franchement, elle a fait du mieux qu'elle pouvait malgré la fatigue. Mais je sentais que j'en pouvais plus. Donc à minuit, je demande la péridurale. Et donc, effet immédiat, hein, je me sens tout de suite hyper apaisée. Donc forcément, je regrette un petit peu sur le moment, mais bon, j'ai tellement mal que je me dis bon j'ai fait du mieux que je pouvais. Et puis faut savoir aussi que ce soir-là, c'était un peu le rush à la maternité. Apparemment, on avait toutes décidé d'accoucher en même temps, donc j'ai très peu vu la sage-femme. Pour te dire, elle passait littéralement à peine toutes les heures pour vérifier si tout allait bien. Moi, j'avais le monitoring en continu, donc elle avait même presque pas besoin de venir, elle voyait tout depuis la salle où ils ont je sais pas comment ça s'appelle, tous les monitos de toutes les salles de naissance. Ouais, une salle de surveillance, j'imagine. Ouais, voilà. Donc à ce moment-là, j'essaie de me reposer, mais franchement, il y a des bip bip de partout. C'est pas évident. Ouais. Et puis donc la sage-femme repasse me voir vers 3 heures du matin. Et là, elle me dit, dilatation complète. Je suis à 10. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'elle me le dise ou... Je sais pas. Mais j'ai commencé vaguement à avoir envie de pousser. Et comme j'avais la péri, je sentais quasiment rien, ce qui m'a un peu frustrée sur le coup. Je pensais pas que je sentirais aussi peu. Et donc finalement le gynéco arrive. Donc comme c'était une maternité privée, c'est le gynécologue en fait qui est là pour la naissance. Donc il me demande de me mettre sur le dos, ce qui m'a pas dérangé sur le moment. Et puis après ça a été ultra rapide. J'ai littéralement poussé 3 fois. Donc c'était des poussées dirigées. Et puis après, j'ai entendu un petit cri et là, je savais que c'était bon, quoi. Donc il était 3h21 quand mon bébé est né. C'était un soulagement ultra intense. On me l'a posé tout de suite sur le ventre. Et moi, j'avais gardé le secret du sexe toute la grossesse, donc c'était aussi la révélation ce jour-là. Donc j'ai pas eu le temps de voir le temps qu'on me la pose sur le ventre si c'était une fille ou un garçon, donc j'ai demandé. On m'a dit c'est une petite fille. Et voilà, donc c'était ma petite Cléo d'amour qui venait de naître. Donc il y avait ta maman et ta doula, et peut-être j'ai pas compris, mais je croyais que tu avais dit que ton conjoint actuel, tu l'avais rencontré vers les 5 mois de grossesse, c'est ça? 5 mois non, c'est les 5 mois de Cléo. Donc non, D'accord. il n'y avait pas de papa à l'accouchement. D'accord. On n'était que des femmes. Oui. Et donc tu disais que ta maman, elle te soutenait
peut-être pas au top parce qu'elle était... Est-ce que tu lui avais fait part un peu de ton projet Oui, ouais, je lui en parlais énormément de tout ce que de tout ce que j'apprenais aussi sur la grossesse, mais bon, elle ne l'ayant pas vécu elle-même, Ça lui parlait pas même, trop. ouais, non. Et une fois que ton bébé est né, est-ce que tu te souviens un peu avec son cordon, tu avais demandé un cordon, un clampage tardif. Est-ce que ça a été respecté? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui et non. Alors parce qu'il faut savoir qu'à la maternité, un clampage tardif du cordon, en fait, Une pour eux, c'est minute? 1 minute. Ouais. Donc, Non. donc oui, oui et non. Il y a eu un clampage tardif, mais pour la maternité. Voilà. Enfin, sur le coup, j'étais tellement subjuguée de mon bébé, tous les hormones qui étaient à leur paroxysme. J'ai même pas cherché. C'était vraiment un détail ultra mineur. Et le placenta a été délivré sous 20 minutes, même ouais, assez rapidement, avec une perfusion de cytocine. Et là, pareil, c'était quelque chose que je voulais pas forcément, mais ça faisait partie des protocoles de la maternité. Alors, je sais qu'on peut refuser, mais pareil, bon, je me suis dit, je vais pas chercher à essayer de me battre pour ça, tant pis, c'est pas grave. Et puis peu à peu, et puis le côté positif à ce que il y a un rush à la maternité, c'est on nous a laissé tranquille en fait, comme on allait super bien toutes les deux. On n'est pas venu nous déranger toutes les 5 minutes. On est même resté 3 heures en salle de naissance après l'accouchement. Et Cléo a super bien tété tout de suite. Et on est resté ouais, collés. D'ailleurs, même pas en salle de naissance. Pendant 5 jours après, à la maternité, on était collés tout le temps, tout le temps. On pourrait dire que c'est un accouchement assez typique, en fait, Mm, dans le déroulement. mm. Et je suis contente que ça se soit bien passé. Ouais, un accouchement médicalisé malgré tout, mais Mm. qui s'est super bien passé. Tout le monde allait bien. Ouais. Mm, Oui, c'est un accouchement où on a besoin un peu d'aide pour la douleur et ben, la péridurale, c'est une très bonne solution, hein. mm, Et ça n'a pas empêché que ça se déroule bien, parce qu'on sait que parfois, bah, ça mm. peut avoir des instruments, etc. Que tu disais, tu sentais pas trop pour pousser, etc. Et au final, bah, t'as réussi quand même. Ouais. Donc, ouais, c'est super. Euh, donc, si on passe à ton deuxième accouchement qui a été différent, donc il n'y a pas eu de péridurale, si je... Oui, c'est Voilà. ça. Et est-ce qu'il y a eu un cheminement différent pour arriver à cet accouchement donc, si je comprends bien, cette fois, tu avais un compagnon avec toi. Oui. Est-ce qu'il a aussi participé à la préparation? Comment est-ce qu'il t'a soutenu? Si, Ouais. s'il a eu un rôle comme ça, ce Mhm. serait bien de nous en parler aussi. Et si tu as eu de nouveau une doula, euh, comme ça t'a aidé, est-ce que ça a été le cas? Alors quand j'ai appris que j'étais enceinte pour une deuxième fois, donc là aussi pareil, on avait gardé la surprise, donc on savait pas si c'était une fille ou un garçon. Là, je me suis tout de suite dit, je vais accoucher sans péri. Il y a pas, je me pose pas la question, je vais y arriver. Et comme là, par contre, je me suis dit que je m'étais pas assez préparée pour la première, même si bon ben j'ai fait ce que j'ai pu. Hein, voilà, j'ai vraiment voulu mettre toutes les chances de mon côté et je me suis même projetée en accouchement à domicile. Mon conjoint, il me soutenait à fond. Vraiment, quand je lui ai parlé d'accouchement à domicile, pour lui, c'était comme presque une évidence. Ça lui a pas du tout fait peur. Il m'a pas regardé comme une ovni. Non, vraiment, il m'a suivi du début à la fin. Et donc, pour ce projet d'accouchement à domicile, j'ai contacté Camille Dancoine, qui est une des rares sages-femmes à avoir pratiqué l'accouchement à domicile en France via l'annuaire de l'APAD, qui est l'association pour l'accouchement à domicile. Donc, je l'ai contactée et bon, malheureusement, elle faisait une pause
sur les accouchements à domicile, parce qu'elle avait aussi de son côté des enfants en bas âge, donc vraiment pas évident de concilier les deux. Mais par contre, elle m'a proposé un accompagnement global avec accouchement en plateau technique. Donc en fait, on accouche dans une salle à la maternité. Donc pas toutes les maternités le proposent. Mais par contre, c'est comme à la maison, quoi. Donc, il n'y a pas de péridurale. Là, en plus, Camille me proposait un monitoring discontinu. Donc, j'avais pas la ceinture autour du ventre, c'est elle qui, par intermittence, vérifiait que tout aille bien. Donc, on s'est vu plusieurs fois. Le papa est venu aussi, donc Edouard. Surtout en fait avec elle c'était des discussions sur la physiologie de l'accouchement, c'était pas du tout des cours théoriques comme ce que j'avais pu avoir pour la première grossesse parce que j'en voyais pas du tout l'utilité, j'aurais rien appris. Et puis finalement j'ai même pas fait toutes les séances prévues parce que j'ai accouché avant à 37 semaines plus 6, donc tout juste pour pouvoir accoucher en plateau technique. Parce qu'il y a pas mal quand même de critères. Faut pas un bébé qui soit trop gros. Faut être en tout cas à plus de 37 semaines. Il faut pas, je vais pas dire de bêtises, il faut pas faire de diabète gestationnel, j'ai un petit doute. Donc voilà. Mais bon, je correspondais à tous les critères. Et puis surtout, un petit détail auquel je pense, c'est au cours de ces discussions, je lui avais parlé de la méthode Bonaparte, euh, qui me semblait intéressante pour gérer la douleur dans différentes positions où le papa est impliqué pour les massages, etc. Et puis finalement, elle m'a dit, en fait, la meilleure préparation, c'est de s'écouter. Il y a vraiment pas besoin d'avoir toute une liste de position en tête parce que le moment venu, c'est ton corps qui va te dire comment lui a envie de se mettre. Et ça, c'est un très bon conseil. Oui. Donc voilà pour la préparation. J'ai pas eu de doula pour la deuxième parce que je me sentais parfaitement soutenue par mon compagnon et par Camille. Donc j'ai pas ressenti le besoin de la doula. Et ton compagnon, il a suivi aussi ses cours Oui, ouais, il a été présent à toutes les séances, il me semble. Mm. Est-ce que tu veux nous parler du jour J, hein, un petit peu plus tôt que prévu? Oui, Et comment ça s'est passé? Donc en plateau technique, c'est ça? oui. Alors tout pendant la grossesse, j'étais assez sereine. Je sais pas, j'avais vraiment confiance en moi. Je me suis dit, j'ai déjà mis au monde un bébé, je peux le faire. Je vais y arriver. En fait, je vais réussir à accoucher sans péridurale. J'avais vraiment en tête que mon corps était fait pour, que que j'allais y arriver, que j'étais capable et que j'avais en plus le soutien inconditionnel de mon conjoint. Donc voilà, donc ça a commencé dans la nuit du dimanche 11 juillet, donc à 1 heure du matin. Moi, ça faisait 2 heures que je dormais quand d'un coup je sens une contraction qui est un peu plus douloureuse que d'habitude, qui me réveille, sachant que moi j'avais un utérus dit contractile, c'est-à-dire que moi j'avais des contractions régulièrement toute la journée en fait, mais non douloureuses, donc la contraction, je savais ce que c'était. Et puis une deuxième, 10 minutes plus tard, puis une troisième. Et là, je me dis, c'est la première fois que depuis le début de la grossesse que mes contractions sont douloureuses comme des douleurs de règles. Alors je me dis que forcément il y a quelque chose qui se trame. Donc à 4h45, ça fait plus de 3 heures que j'ai toujours ces contractions espacées de 10 minutes. Donc je décide d'envoyer un SMS à Camille pour la tenir informée. Sachant qu'elle était sur cette période-là d'astreinte, donc elle était dispo pour l'accouchement, peu importe quand il arrive. Et Edouard dort, donc je le laisse dormir paisiblement, je l'alerte pas pour l'instant. À 5h30, je décide de me lever, d'aller m'asseoir sur le ballon
dans le salon pour voir si ça me soulage. Et j'avais une petite application sur mon téléphone pour compter les contractions. Et là, elle commence à s'espacer de 7 minutes. Et je sens qu'elle devient un peu plus forte. Puis 1 heure plus tard, bon là je me dis vraiment ça doit être pour aujourd'hui parce que ça continue de s'intensifier, de se rapprocher. Donc j'appelle Camille, je le réveille, je réveille Edouard pour lui dire. J'appelle Camille dans la foulée pour lui dire que les choses s'accélèrent un petit peu. Et puis elle me demande de la tenir informée, mais qu'elle se tient prête. Donc entre-temps, j'ai prévenu aussi ma mère parce que c'était elle qui devait s'occuper de Cléo pendant que je serais à la maternité. Et donc le temps qu'elle puisse venir, donc voilà, je la préviens au plus tôt. Et puis à 7h20, je rappelle Camille pour dire qu'elle peut venir parce que là vraiment je sens que c'est pour aujourd'hui. Donc on commence à préparer nos affaires, on prend un petit déjeuner. Camille arrive chez nous, elle m'examine et effectivement mon col est mou et dilaté à 4 centimètres. Donc pour elle aussi, c'est sûr, hein, la naissance est bien pour aujourd'hui. Donc là, je suis vraiment soulagée parce que je me dis, en tout cas, ces contractions-là, depuis 1h30 du matin, n'ont pas été vaines. Et là, l'adrénaline commence à monter doucement, mais on reste calme. On est dimanche matin, on n'a rien de prévu. Tout semble elle est comme sur des roulettes. En plus, il fait super beau ce jour-là. Donc on réveille Cléo doucement, le temps de la préparer, on la dépose chez des amis et puis on part à la maternité qui est à 20 minutes en voiture de chez nous. Et il y avait personne sur la route ce matin-là. Vraiment, tout continue d'aller super bien. Même quand on a laissé Cléo chez nos amis, pas de pleurs ni rien. À ce moment-là, elle a 22 mois, donc pas évident non plus pour elle. Les choses qui changent un peu de l'habitude. Mais franchement, voilà, tout se passe bien. Et puis sur le trajet de en voiture, les contractions, j'ai l'impression qu'elles stagnent en fait sur ce trajet et que j'arrive à les gérer parfaitement. Donc à 9h, on commence à s'installer tranquillement dans la salle nature où la lumière est très tamisée, on est presque dans le noir. Il y a un ballon, une baignoire, une liane. Et je décide de m'installer sur le ballon, c'est là que j'étais le plus confortable. Et Edouard me masse le bas du dos à chaque contraction et ça me soulage énormément. Camille, elle est avec nous dans la salle tout du long. Et elle vérifie par intermittence les battements de cœur du bébé avec un monitoring sans fil. Et alors là, le côté positif, et c'est juste extraordinaire, c'est que j'avais ni cathéter, ni monitoring attaché autour du ventre. Je suis totalement libre de mes mouvements et c'est tellement agréable. Je repense à ce que j'avais en salle d'accouchement pour Cléo, où j'avais un cathéter, j'avais 2 monitorings autour du ventre, j'avais un brassard pour la tension au bras et tous les bruits et les bip bip qui vont avec. Et là c'est tellement agréable, c'est le calme. C'est vraiment parfait. Et en plus, ce matin-là, il y avait que moi qui accouchais à la maternité. Donc vraiment le calme absolu. Et donc à 11h, je demande par curiosité à Camille si elle peut examiner mon col, voir un peu où j'en suis, sachant que elle, c'était pas du tout nécessaire de faire ces vérifications toutes les heures comme on peut le faire en maternité de façon classique. Il y a vraiment pas besoin en fait de vérifier systématiquement. Et là, j'en reviens pas, elle me dit t'es à 8-9. Et là, je lui dis waouh. Pour Cléo à 7 centimètres, j'en pouvais plus et là je suis à 8-9, donc quasiment à la fin et je gère super bien. Entre 2 contractions, on rigole, on discute, je me sens vraiment super bien. Et donc à 11h15, comme du coup on sait que c'est pour bientôt, Camille me propose d'aller dans le bain pour éventuellement y donner naissance.
Et ça me fait beaucoup de bien. L'eau est chaude et ça me détend. Edouard continue de me masser le bas du dos à chaque contraction. Je respire. Je fais des vocalises avec Camille pour m'aider à gérer au mieux. Et puis là, à ce moment-là, je perds totalement la notion du temps. J'ai dû rester 20-30 minutes dans le bain, puis j'ai commencé à avoir trop chaud. Donc je suis sortie pour me mettre sur le lit. Et puis à 11h45, les choses vraiment commencent à s'accélérer. Et là, j'ai quasiment plus de répit. Clairement, on n'est plus du tout en train de rigoler ou de parler entre les contractions. Là, je suis hyper concentrée sur ma bulle, vraiment pour mettre toute ma concentration dans ces contractions et essayer de les gérer au mieux. Puis je finis par me mettre accroupie, donc le lit est légèrement surélevé, donc je me mets accroupie et je mets la tête sur mes mains au niveau de l'oreiller. Et là, ça a duré environ 40 minutes. Bon, sur le coup, je sais pas du tout comment se passe le temps, hein. C'est avec le recul que je sais que ça a duré à peu près 40 minutes, où c'était vraiment, vraiment difficile. J'ai quasiment plus de répit entre les contractions. Je sens que ça pousse d'une force phénoménale vers le bas. Et, euh, et donc Edouard est assis sur le bord du lit et à chaque contraction, je m'agrippe à lui de toutes mes forces. Et alors là, lui, il a été parfait. Franchement, il a tenu comme un roc tout le long. Euh, il a pas du tout flanché. Vraiment, il me soutenait tout ce qu'il pouvait. Et puis d'un coup, je sens une contraction, mais d'une force juste incroyable. Et là, je mets vraiment à hurler. Je crie tout ce que j'ai. Moi qui suis de base plutôt réservée, je fais pas beaucoup de bruit là. Vraiment, c'est mon corps qui s'est lâché. Je crie à chaque contraction. Et d'un coup, je sens la tête sur le point de sortir. Et puis, à chaque contraction, à chaque fois que la contraction se termine, je sens que ça remonte et que le bébé remonte un petit peu en fait. Et puis, je sais pas, à ce moment-là, ça doit être la fameuse désespérance où j'avais besoin d'un petit soutien supplémentaire. Et alors, je sais pas, c'était totalement irrationnel, hein, parce que je savais que le bébé allait finir par sortir, mais je dis à Camille, le bébé veut pas sortir, il est coincé, je vais jamais y arriver. Et puis bon, bah, Camille, elle me rassure, elle me dit, mais si, t'inquiète pas, il va être bientôt là, tout ce que tu fais, c'est super, je vois la tête. Et puis arrive la contraction finale où je sens la tête du bébé sortir, et puis tout le corps est sorti quelques secondes plus tard. Et la poche des os s'est percée à ce moment d'ailleurs. Donc j'avais pas perdu les os comme j'avais pu le faire pour Cléo bien avant la naissance. Et puis la délivrance d'un coup, j'entends mon bébé, donc c'est Camille qui l'a attrapé en plein vol et qui crie et donc elle le pose sur la table. Donc j'étais à ce moment-là à quatre pattes sur le lit. Donc elle le pose sous moi dans une de nos couvertures et elle me dit ben tout va bien, voilà. Et puis là c'est un moment suspendu hors du temps. C'est vraiment incroyable où tu viens de passer d'un état que t'as jamais vécu de toute ta vie, tellement puissant, à ce moment où finalement c'est le calme absolu après la tempête, où t'es juste à regarder ton bébé. J'étais totalement émerveillée. Et pareil comme pour Cléo, j'avais pas vu tout de suite si c'était une fille ou un garçon. Et donc et puis parce qu'en plus il faisait aussi quasiment noir en fait dans la salle. Donc je prends le temps de regarder et puis ben j'ai dit à Edouard, c'est une petite fille, voilà, t'es née. Hmm. Ah, super, Edouard, il a fait un bon travail. Ouais. Bon, après, quand on en a rediscuté, il m'a dit que quand j'ai commencé à crier, il a un peu paniqué parce que vraiment, lui aussi était hyper impressionné. Il s'attendait pas à la force, à une telle force en fait pour un accouchement. Mais il l'a pas du tout montré sur le coup. Ah, ouais, il a bien joué. Hum, ouais, Et ta sage-femme aussi, elle était super, hein. ouais. Franchement, c'est pareil. C'est Camille, c'était une perle. Elle a été parfaite du début à la fin et vraiment à sa juste place quoi. Elle était
elle était quasiment tout le temps là par sa présence. Donc je me sentais en sécurité, enfin totalement en sécurité avec elle et en même temps ultra discrète. Donc quasiment tout le temps, je me sentais vraiment dans ma bulle avec Édouard. Elle chuchotait, elle essayait de faire le moins de bruit possible pour vraiment pas casser et et essayer de faire oublier le plus possible les rares moments de médicalisation de la grossesse quand elle écoutait le cœur du bébé, par exemple. Donc non, vraiment Ouais, incroyable. ouais, vraiment le rôle d'une sage-femme en fait. Hum. Ouais, super que tu aies trouvé cette sage-femme qui est vers chez toi. Oui, Euh, pour celles qui sont pas loin, c'est bien de. Tu as donné son nom, donc c'est super si elles ont envie. Donc oui, ton compagnon, c'est sage-femme, et toi, évidemment, hein, tu as fait un super travail. Qu'est-ce que, d'après toi, tu dis que tu as mieux géré les contractions cette fois-là, et bah, évidemment, hein, on le voit bien. D'après toi, qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à gérer mieux que la première fois? ben déjà le soutien inconditionnel d'Edouard et de Camille qui était là aussi a joué parfaitement son rôle. Et puis vraiment, tout au long de la grossesse, j'avais en tête des accouchements d'animaux en fait, où quand une chienne met bas ses petits, ben on n'est pas là à se dire oh là là vite il faut qu'on l'amène à l'hôpital, c'est dangereux. Ben non, en fait a priori, ben, tout va bien se passer. Elle va pouvoir accoucher seule de ses petits chiots. Et je me voyais un peu comme ouais une maman mammifère qui est capable d'accoucher seule. Oui. Oui, j'avais vu un article, une femme c'est une sage-femme, hein, qui faisait un peu, comment dire, elle parlait des chattes quand elles accouchent et un peu comment toute la médicalisation en se disant, ben ouais, après on a amené les chattes dans un laboratoire pour voir comment elles accouchaient, puis en fait pour voilà un peu dire comment ça s'est passé pour nous, les humains, qui accouchent dans les hôpitaux, etc. Alors qu'au final, bah, t'aurais été chez toi, là, ça aurait été pareil, je pense. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mm. si t'as un troisième enfant, j'imagine que t'auras envie de rester chez toi. Tout à fait, ouais. Et puis il y a eu l'après aussi, l'après accouchement qui a été un peu différent quand même de celui avec Cléo, où là pour le coup on a eu un de vrai clampage tardif. On a attendu quasiment 1 heure, le cordon était tout blanc, le temps de le couper. La délivrance du placenta a eu lieu au bout d'une heure 20. Alors en hôpital on te fait paniquer si tu dépasses 30 minutes Oui, parce qu'il y aurait des risques d'hémorragie. Mais là, on a attendu 1 heure 20 et pas d'hémorragie parce que aussi tout allait bien. Donc on s'est donné un peu le temps pour laisser faire les choses toute seule, sachant que j'avais pas d'ocytocine de synthèse non plus. Et puis il y a aussi le fait qu'Athénée a eu un tout petit peu de mal à téter au début, donc ça a joué un rôle sur sur les contractions de l'utérus pour faire expulser le placenta. Mais bon, tout s'est bien passé. J'ai eu quand même une assez grosse déchirure, mais on n'a pas fait de point parce que Camille elle m'a dit c'est trop vascularisé, il va y avoir vraiment ça va te faire plus mal essayer de faire des points que de laisser cicatriser tout seul. Donc voilà, hormis ça, et ça a bien cicatrisé au ouais, final. ouais. Bon, Ouais, j'ai un hein. peu douillé Ouais, pendant une semaine, Hmm. mais ouais, pas de Oui, souci. parce que c'est pas la première fois que j'entends que, bah, suivant comment ça s'est déchiré, les sages-femmes ont laissé Mm, et ça s'est bien remis, parce que, bah, au final, ça s'est déchiré dans, on va dire, dans la forme des fibres, etc. Et ouais. souvent, c'est pas plus mal. Mm, Et oui, c'est bien aussi que tu précises que tu n'as pas eu d'injection d'ocytocine de synthèse pour la délivrance. Parce que bah, souvent, c'est pour éviter les hémorragies.
donc que tu n'as pas eu, hein, même au bout d'1h20. Mm. Même sans avoir allaité ton bébé, ce qui peut aider évidemment à refermer un peu plus rapidement. Et c'est bien de le dire parce que les études, elles sont pas vraiment conclusives si oui ou non ça aide à éviter les hémorragies. Donc au moins tu es la preuve que Oui. que tu n'en avais pas besoin et que Et ça s'est puis, très bien oui, passé. puis les sages-femmes n'étaient pas en panique non plus, quoi. Donc, Bah ça, c'est bien mm, parce que je sais qu'au bout de 10 minutes, souvent, même moi, hein, c'est un peu forcé. Moi, au final, j'ai coupé le cordon, mais il était blanc, hein, on a attendu quand même. Mais tu vois, au bout de 10 minutes, elle commençait un peu à me presser. Donc j'ai dit, bon, il est comment le cordon? Allez, on le coupe. Et je me suis levée et je suis allée aux toilettes pour essayer de lui sortir son placenta parce qu'elle me... Disons elle me saoulait un petit peu. mm. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette peur alors qu'il y a des femmes qui attendent des heures. Enfin, si tout va bien, ouais, t'as vraiment une super sage-femme. Mm. Tu Ouais. disais qu'elle te faisait des cours des cours où elle t'expliquait plus la physiologie. Est-ce que tu te rappelles un peu de quoi elle te parlait Ben, déjà, comment se place bébé tout seul dans le ventre au moment de l'accouchement. Que, d'ailleurs, un détail pour Cléo, je me souviens qu'à un moment donné, le gynécologue, quand j'étais en train de pousser, m'a dit, ben, poussez plus. Et puis, il a fait une petite manœuvre pour la tourner. Et puis, ben, en fait, il n'y a pas besoin parce que, ben, pour Athénée, j'étais dans une position physiologique. Mon corps savait que c'était la position que je devais avoir et ça a permis à Athénée de se positionner toute seule. Il n'y a vraiment aucune aide extérieure. Le bébé est capable de, de sortir tout seul du ventre sans être manipulé. Donc on a appris ça avec Camille, on a discuté de ça, du rôle des hormones aussi beaucoup. Le pic de cytocine quelques instants après l'accouchement, tout le cocktail d'hormones qui se met en place pour l'allaitement, etc. Vraiment comment le corps accouche, comment ça se passe quand le corps accouche de lui-même, sans aide extérieure. Oui, c'est très important, je trouve. Et après, c'est pas tout le monde comme ça, mais je pense que quand on comprend comment les choses se passent, on a plus de facilité à avoir confiance, comme elle t'a dit. Elle t'a Mmh. dit d'avoir confiance en son corps, mais c'est parce qu'elle t'a aussi expliqué comment les choses se passaient. Ouais. Parce qu'avoir confiance en son corps sans savoir quoi que ce soit, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Mais en tout cas, elle te l'a vraiment approché. Voilà, il faut que tu aies confiance en ton corps. Tu verras comment il va avoir envie de bouger. Il va se mettre dans les positions qu'il a Ouais. envie. Mais elle t'a expliqué quand même tout comment ça se passe, quoi. Ouais, il y a un livre qui parle super bien de ça, c'est le livre de Michel Audin, Le bébé est un mammifère. Ouais. Ou quand j'ai lu le livre, je l'ai lu d'ailleurs après avoir accouché d'Athénée, j'avais l'impression de lire mon accouchement. C'était quasiment pareil, même la place de la sage-femme, enfin ça fait partie des livres que je recommande absolument aux futures mamans de lire. C'est, il est vraiment extraordinaire et puis c'est des choses qu'on n'entend pas dans les médias mainstream, on va dire, sur cette naissance physiologique. Oui, ce livre a été pas mal recommandé. Je vais le lire aussi, je pense. Est-ce que tu en as d'autres aussi qui t'ont aidé Oui, il y en a un autre qui pour le coup j'ai lu pendant la grossesse qui est J'accouche bientôt, que faire de la douleur. J'imagine qu'on te l'a recommandé aussi, c'est de Maïti Trélin. Où à la fin du livre il y a des témoignages de mamans qui ont accouché chez elles. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé tout au long de la grossesse de lire des témoignages d'accouchement physiologique de, et de voir que c'est possible et que ça peut super bien se passer. Ça donne vraiment confiance en soi.
Une autre chose que je pourrais recommander aussi de regarder pendant la grossesse, c'est le documentaire Faut pas pousser de Nina Nar, Oui. qui est vraiment extraordinaire, où on en apprend beaucoup sur l'état, sur la surmédicalisation de l'accouchement à l'hôpital. Et un dernier livre que je pourrais recommander, mais là plus sur l'allaitement, c'est Mon allaitement sur mesure de Carole Hervé. Voilà, c'est les 4 choses, mes 4 must à recommander. Donc les témoignages, ça t'a beaucoup aidé. Est-ce que c'est pour ça que tu as eu envie de partager le tien Tout à aujourd'hui? fait, ouais. Et c'est vrai que quand j'ai accouché sans péridurale, moi j'étais la seule dans ma famille d'ailleurs à avoir accouché sans péri. Je connaissais personne qui avait accouché sans péridurale à part une amie. Et, et on a envie de le crier sur tous les toits, quoi. C'est possible, le corps est Oui. incroyable. Ils vivaient ça une fois dans votre vie, c'est juste, c'est phénoménal, quoi. Ouais, c'est fort. C'est fort. Mm, Et ouais, c'est toujours un peu. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes encore à, à ça, hein. Et puis c'est quand même bien ancré, hein, la péridurale. Après, tu vois, enfin, tu le sais, ça soulage quand même beaucoup. Mais ouais, en France, il y en a beaucoup. Le mm, pourcentage est très haut. Donc c'est dur à enlever cette croyance que le corps il n'est pas capable de supporter la douleur. Mais c'est vrai que quand tu le vis, et même si des fois tu n'as pas eu le choix, c'est vrai que quand tu le vis, tu as envie de te dire, hein, parce que c'est fort. mm. Et puis je dirais même que avec le recul, j'ai pas pu m'empêcher de comparer mes 2 accouchements et de me dire que c'était quand même incroyable que pour l'accouchement de Cléo, euh, enfin que j'avais, ce que mon corps a traversé sans que je m'en rende compte en fait à cause de la péridurale. Je dis mon corps Mmh. finalement a traversé la même chose que pour l'accouchement d'Athénée où j'ai tout senti à 100%. Savoir que mon corps était déjà passé par là et que je m'en étais même pas rendu compte, ça m'a fait quelque chose. Et tout ça pour dire que même si la douleur était clairement la plus intense de toute ma vie, je me verrais pas accoucher à nouveau avec une péridurale. Comme Ouais, quoi. ouais, ouais. Oui, en Mm, plus que tu as eu les deux, c'est tu peux vraiment nous dire quoi. mm. Et est-ce que, comme tu disais, justement, quand tu as eu cette péridurale, pour le premier que tu as eu envie de pousser, tu as quand même senti ça, donc c'est Ben, pas mal, ouais, un petit peu. un petit Un peu. peu. Et tu disais que c'était des poussées dirigées. Est-ce que, comme tu sentais pas non plus trop fort, tu as eu une déchirure peut-être après ou pas Oui, spécialement? j'ai eu une petite déchirure interne. Et là, pour le coup, il y a eu quelques points de suture, 2 ou 3, il me semble. Mais comme c'était interne, ça c'est mieux. Enfin, j'ai moins eu mal que pour la déchirure d'Athénée. Mais ouais, une petite déchirure quand même. Mais bon, c'était quasiment 3 fois rien. Hmm. Oui, c'est vrai que des fois, après, t'en as eu trois de poussées, donc ça va. Et des fois, quand c'est un peu plus long, on a Mm. tendance à se déchirer un peu plus. Mais tu sais pourquoi, pour son deuxième, par contre, ça a été un peu plus important. Oui, parce que en fait, quand les contractions commençaient à être vraiment atroces, je poussais moi aussi en même temps. Et Camille me disait à ce moment-là, elle me chuchotait tout doucement, tu vas y arriver tout doucement. Et puis je l'écoutais pas forcément, j'avais juste envie que le bébé sorte. Oui. Et si je devais changer une chose pour un prochain accouchement, ce serait ça, je pense. Ce serait vraiment juste écouter mon corps encore plus et pas forcer vraiment. Je sais pas comment expliquer. Vraiment me sentir portée par ce corps qui sait ce qu'il fait tout seul. Hmm. Oui, de le laisser prendre le Mm, contrôle. ouais, de lâcher prise encore plus. Je trouve aussi que c'est beau quand tu dis que Camille et c'est Édouard, hein, ton... Oui. Oui. Camille et Édouard ont
comment dire, ils t'ont observé et ils ont vu que tu passais dans la phase de désespérance. Mm, Et c'est là qu'ils t'ont donné le plus grand soutien. Ça, mm, c'est tellement important. Vraiment, les compagnons de naissance, c'est... S'il y a un truc qu'ils doivent vraiment faire attention, c'est à ça. mm, C'est souvent là où la femme, elle veut plus. Elle veut plus. Elle demande la péri. Et puis au final, mm. une demi-heure plus tard, max, c'est fini, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est vraiment une phase que nous, bien qu'on connaissait, on n'a pas remarqué, on n'a pas compris qu'on était à ce moment-là, tu vois. Et c'est là où on a dit, ah ben si, peut-être qu'on aide. Au final, ben, on n'a plus le temps, parce qu'ils ont pris tellement de temps pour faire tout. Mais ça, c'est vraiment, c'est un conseil, voilà, de soutenir, bien sûr, mais je trouve que de vraiment observer la femme à ce moment-là et de la soutenir au mieux à ce moment-là, Mm. c'est vraiment le top. Et toi, tu l'as bien décrit avec ta sage-femme et ton compagnon. Oui, et puis pendant l'accouchement, j'ai même pas demandé la péridurale en fait. Dans ma tête, c'était même pas une option. Hmm. Que c'était, il faut que j'y aille. Il y a pas d'autre choix. Il faut aller au bout et je vais y arriver. Voilà. Tu nous as parlé du bain aussi et tu as Oui, dit que Camille, elle t'avait proposé de donner naissance dedans. oui. Souvent, j'entends que enfin, les sages-femmes, elles aiment pas trop, elles préfèrent que ce soit juste pour la phase de dilatation, on va dire. Euh, donc elle était formée. Après, elle, je pense elle t'aurait laissé faire. Donc elle est formée, elle est. Enfin, Ouais, quand, quand bah, j'ai. je crois qu'elle en a déjà, oui, elle a dû déjà en faire plusieurs des accouchements dans le bain. Et puis la maternité où j'étais aussi était une des premières dans ma région à proposer la naissance dans le bain. Donc toutes les sages-femmes étaient aussi formées à ça. Donc Ah c'était quelque ouais. chose pour elles qui était totalement ok, quoi. Bah ça c'est super. J'espère qu'ils vont publier un peu des chiffres, des Mm, informations, parce que ouais, c'est dommage de faire sortir les femmes. J'ai entendu des fois, elles sont pas du tout dans l'état de sortir. Toi, tu n'en avais pas envie, et il y a mm. certaines qui ont envie. Et elles trouvent vraiment très difficile de sortir du bain, et c'est dommage parce que il n'y a pas de risque. Hein. De toute façon, le bébé, il va pas aller bien loin. Hein. Et en plus, il va être bien en apesanteur dans l'eau, on va dire. Donc, ouais, c'est cool. C'était dans une maternité quand même un peu, j'ai envie de dire avant-garde, même si. Bah, un peu, oui, c'est la maternité de Tourcoing. Dans le Nord. Et d'ailleurs, ils sont en train de travailler sur un projet de maison de naissance, dont Camille Dancoine fait partie. Et puis, c'est une des rares à avoir accepté ce beau projet. Donc, ouais, c'est une maternité qui fait les, que je recommande. ouais, qui fait avancer les choses. Mm, C'est bien parce que j'ai cru que les maisons de naissance étaient un peu en suspens, donc c'est bien qu'il y en ait d'autres qui commencent un peu à reprendre ces projets-là. Si une maman qui nous écoute, elle a eu la péri, elle n'était pas c'est pas spécialement ce qu'elle avait envie, ou elle a envie d'autre chose pour son prochain, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais pour avoir un accouchement un peu plus physiologique comme tu as eu pour ton deuxième? bah, je lui dirais qu'elle est capable, que son corps est capable, qu'il est fait pour, que la naissance, c'est quelque chose de naturel. Et vraiment, elle est là pour écouter son corps, ses sensations, et que c'est ça qui est le plus important. Que c'est son corps qui la guidera le jour J et puis qu'elle ait confiance en son bébé aussi, qui est en son corps et en son bébé. Ouais, super. Est-ce que tu as un conseil, que ce soit grossesse, accouchement ou postpartum, que tu as envie de partager? Bah c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est encore s'écouter et avoir peut-être en tête que à l'hôpital, quoi qu'on lui propose, elle peut refuser. Et ça, c'est vraiment pas facile quand surtout c'est notre premier bébé, qu'on sait pas exactement comment ça va se passer.
c'est pas évident de tenir tête à un médecin qui pense savoir mieux que vous, mais vraiment avoir en tête que le plus important c'est de s'écouter et puis de savoir dire non. Oui, je suis d'accord et c'est bien d'avoir, dans ces cas-là, si c'est possible, évidemment, un compagnon, une doula, quelqu'un qui connaît vos préférences, vos choix, pour pouvoir vous aider dans ces moments de vulnérabilité. Eh bien, Céline, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tes 2 accouchements. J'ai passé un très bon moment avec toi et je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup Céline de nous avoir partagé des accouchements en maternité et notamment une très belle expérience en plateau technique. Je suis si heureuse lorsque les mamans sont bien accompagnées et donc respectées dans leur enfantement. N'oubliez pas de vous inscrire à la liste d'attente de l'accompagnant éclairé. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode 34 sur la délivrance du placenta, 27 sur voir les choses autrement, 22 sur l'or d'or, 20 sur les avantages du clampage optimal du cordon, 7 sur le compagnon de naissance et 6 sur le projet de naissance. Et vous trouverez aussi les références que Céline nous a partagées en description.